lu probablement, et qui réfléchit également depuis longtemps sur toutes ces questions-là. Et donc ton intervention, Geneviève, va donc permettre de prendre la suite de la présentation de Paul. Le municipalisme, que tu vas nous définir bien sûr en quelques mots rapidement, le retour finalement à une gestion et une prise de décision à des niveaux qui nous appartiennent, qui nous sont les plus proches. Comment peuvent-ils contribuer à construire un autre monde désirable, durable, à partir donc de ce que l'on appelle les communs, les communs, les territoires de gratuité que définissait Paul font évidemment partie. Voilà, on continue à construire cette réflexion autour de l'art et la manière de trouver des alternatives au capitalisme. Merci Patrick, merci Paul d'avoir largement introduit ce que j'avais à dire. Alors donc je vais effectivement arriver au municipalisme, mais j'ai choisi pour cette intervention d'y arriver et de montrer comment, quand on déconstruit le capitalisme, on arrive quand même au municipalisme. Ce n'est pas une nouvelle mode qui nous vient comme ça, une nouvelle lubie, c'est vraiment une nécessité. Et donc je vais essayer de montrer comment s'impose cette idée aujourd'hui d'une reconquête des territoires, reconquête politique des territoires, reconquête physique des territoires, dont nous avons été expulsés justement par ce capitalisme qui aujourd'hui ne se pense que globalisé. Le capitalisme, donc, c'est vraiment renouvelé depuis une trentaine d'années par la globalisation économique et financière. Nous voyons aujourd'hui que cette globalisation est en décomposition. Nous assistons aujourd'hui à des désastres globalisés, dont le climat est une des facettes de ces désastres globalisés. Il n'y a pas que le climat, il y a la biodiversité, il y a l'accumulation des plastiques, enfin le 6e continent, etc., etc. Donc, et le capitalisme, face à ces désastres, répond par toujours plus de globalisation, par une accélération de la globalisation. Et donc, face à ça, quelles sont justement les réponses que nous pouvons avoir face à ce monde-là? Alors, ce que je voudrais dire, c'est que dans cette globalisation, c'est finalement la tentative, qui est un échec, mais une tentative violente d'unifier le monde par la marchandise. Ça, Paul l'a très bien développé. C'est un projet de totalisation, voire un projet totalitaire, un projet de monde unique, et dans lequel nous serions une masse indifférenciée et une masse dépolitisée. Le territoire, dans cette vision de la globalisation, les territoires n'existent plus. Les territoires deviennent des simples supports pour des activités économiques et financières. Ce sont des territoires de lancement d'activités et non pas des territoires d'ancrage d'activités. C'est comme si nous voguions sur des territoires sans jamais véritablement incarner le territoire, nous implanter dans le territoire. Je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on dit de la finance, justement, c'est vraiment l'image typique, idéale typique de ce monde-là. On nous fait croire qu'on a une espèce de nuage financier qui est au-dessus de l'économie réelle et qui tout seul pourrait, grâce à cette finance, apporter le bien-être aux sociétés. Et donc une finance qui est parfaitement déterritorialisée, qui est internationale, ingouvernable, quasiment incontrôlable. Et nous, masse indifférenciée. Quelles sont nos réponses par rapport à ça? Nos réponses à la fois écologiques et à la fois sociales. Nos réponses, c'est qu'aujourd'hui, ce que nous vivons, nous, et c'est la condition de la démocratie, c'est pas l'unique, c'est la diversité. Et nous voulons mettre en œuvre la diversité, la biodiversité, la sociodiversité. Nous refusons cette unification du monde, cette globalisation d'un monde, du monde. L'écologie nous a aussi appris la complexité, le fait que nous appartenons à des écosystèmes, que cette pensée unique, économique et financière, elle est totalement réductrice. Pour dominer, elle s'est totalement réduite. Elle est réductrice, elle nie la relation, elle nie tout ce qui est complexe. Or, l'écologie nous apprend
que nous ne pouvons pas penser un monde commun sans penser la relation entre nous, les humains, mais aussi avec les autres espèces vivantes et aussi avec la Terre. Donc on oppose à l'unicité, la diversité, la complexité, la relation. Ce capitalisme globalisé, il se produit par des délocalisations massives, par la déterritorialisation, par des véritables mondes hors sol. La liberté aujourd'hui, elle est conçue dans ce monde néolibéral aussi comme étant un monde sans attache. Pour être libre, il faut se libérer de la relation, il faut se libérer de toute attache. Et c'est là qu'on devient véritablement libre. Et ainsi, nous pouvons nous adonner à toutes les activités que nous voudrions. C'est un monde offshore, et c'est un anthropologue qui parle de non-lieux. Nous fabriquons des non-lieux. Ce matin, nous discutions de certains grands projets inutiles à imposer. Le triangle de Gonesse, ce projet de grands centres culturels, sportifs, etc., avec des pistes de ski artificielles aux portes de Paris. Ce sont des non-lieux, des non-mondes, des anti-mondes, et bien sûr, anti-monde commun. Parce qu'avant de faire un monde commun, encore faut-il faire monde. Or, aujourd'hui, on a une tentative de déconstruction de la possibilité même de monde. Donc, nous serions une masse connectée avec des réseaux, des réseaux de relations, et nous serions connectés par les grandes multinationales qui se chargent de notre connexion aujourd'hui, les fameuses GAFAM. Et justement, ce monde sans attache, c'est celui-là qui est responsable à la fois du réchauffement climatique, des inégalités qui deviennent insupportables et de la destruction de la Terre. Notre réponse par rapport à ça, c'est la reconquête des territoires. La reconquête, je disais, physique, pas seulement politique. C'est une réinstallation sur le territoire, un ancrage. On veut reprendre racine, mais pas une racine à la Maurras, qui nous assigne un territoire. Nous avons plusieurs racines. Une racine rhizome, puisque tu as parlé de Deleuze, des racines rhizome qui, loin de nous assigner à un territoire, nous ancrent. Nous avons besoin d'être ancrés pour aller vers les autres. Si nous n'avons pas cet ancrage, nous ne pouvons pas aller vers les autres et nous nous inventons des racines plus ou moins fantasmatiques, comme Paul l'a dit. Donc nous voulons reconquérir les territoires, nous voulons déglobaliser. C'est une alternative systémique, ça, la déglobalisation du monde. Pas la déglobalisation des humains, parce que ça, les mouvements de population, eux, ils ne sont pas globalisés. On en reparlera tout à l'heure dans la plénière finale. Évidemment, c'est la déglobalisation de la marchandise et du capital. Pour une relocalisation, valoriser les attachements, l'attention entre nous, le soin, j'y reviendrai, l'attention entre nous et avec les autres vivants. Et nous voyons émerger de nouvelles cultures politiques, extrêmement intéressantes, qui est fondée non plus sur des utopies abstraites qui vaudraient pour les générations futures, mais qui est fondée véritablement des idéologies universalisantes, totalisantes souvent, et qui souvent ont dégénéré d'ailleurs en utopie totalitaire. Aujourd'hui, on voit apparaître l'idée d'utopie concrète, d'utopie vécue, faire ce qui est à notre portée partout là où nous sommes. Et il n'y a pas de grandes actions et de petites actions. Il y a des actions qui ont du sens et des actions qui n'ont pas de sens. Certaines actions grandes n'ont aucun sens politique. Il n'y a pas donc de petites et de grandes actions, il y a des actions qui ont du sens politique. Et donc, reconquête des territoires par des expériences concrètes, ça se fait, on le voit dans beaucoup de mouvements sociaux, sur les ZAD, etc., etc. Troisième point, ce capitalisme globalisé, il s'appuie sur des énormes structures extrêmement centralisées. Les banques, les assurances, les entreprises. Là aussi, nous avons à déconcentrer, à relocaliser tout le tissu industriel, bancaire et financier. Les systèmes énergétiques aussi. En France, nous avons le nucléaire qui est un système par essence complètement centralisé, qui ne peut pas être géré localement. Donc nous avons justement aujourd'hui les grandes fermes productivistes, les banques, les systèmes énergétiques, l'apologie de la vitesse à tout prix et une accélération de l'accumulation. Face à ça, nous opposons au contraire une certaine idée de la lenteur. Nous opposons aussi l'idée de structure qui soit gouvernable à l'échelle humaine, parce que notre objectif, c'est aussi la démocratie. Nous savons que dans les très grandes entreprises, il est extrêmement difficile,
entreprise ou entreprise agricole ou industrielle, il est extrêmement difficile de reprendre en main de manière démocratique des grandes concentrations industrielles. Nous avons à déconcentrer, nous avons à re-régionaliser, à relocaliser ce qui fait aussi toutes nos richesses. Donc la déconcentration. Enfin, avant d'arriver au municipalisme, aujourd'hui ce capitalisme globalisé, c'est véritablement la privatisation accélérée, non seulement de ce que nous produisons, mais c'est la privatisation accélérée de tout ce qui est de l'ordre de la vie. Privatisation des biens essentiels de la vie. C'est ça la mutation du capitalisme, y compris jusqu'au vivant qui est privatisé, au droit de propriété sur la vie elle-même, qui est aujourd'hui à l'ordre du jour dans le capitalisme. Ce sont tous les communs essentiels à la vie, qui ne sont pas des ressources, qui sont des sources. L'eau n'est pas une ressource. L'eau n'est pas un bien économique. L'eau est une source. Le sol n'est pas une ressource. C'est une source, c'est la source de notre vie. Nous ne pourrons pas vivre si nous avons bétonisé absolument tous les sols. Or, nous les avons transformés, le capitalisme globalisé les transforme tous les jours en ressources à exploiter. Et donc, nous, notre réponse, ce sont les communs. Et ce sont les biens communs, mais ce sont aussi les communs. Parce que dans les communs, il y a l'aspect de la ressource, de la source, mais il y a aussi la manière de gérer la source. Les institutions qu'on se donne pour justement, pour décider des usages de la source. Et donc là, on est dans le politique. C'est-à-dire que les communs, c'est la commune. Les communs, c'est la commune, c'est certes les sources que nous voulons nous réapproprier, mais c'est aussi tous les usages de ces sources, les usages collectifs de ces sources que nous voulons nous approprier. Et on peut se réjouir aujourd'hui que dans notre imaginaire, de tous ceux qui sont là et ailleurs, il y en a d'autres, je crois que la commune de Paris, la commune de Narbonne et la commune de Lyon, il y en a eu plusieurs communes à la fin du XIXe siècle, qui malheureusement avaient en partie disparu de l'imaginaire de la gauche. Parce que cet imaginaire de la gauche s'est construit sur quelque chose de centraliste, de l'État qu'il fallait prendre comme condition première pour avoir le moindre changement. Eh bien aujourd'hui, cet imaginaire de la commune est en train de ressurgir, étant à être réapproprié. C'est notre histoire. Ce moment de la commune a été un moment central du mouvement ouvrier. Je pense à Jaurès, qui souvent évoquait Jaurès. Mais Jaurès avait une vision du socialisme par en bas. Justement, il y avait plusieurs piliers pour lui. Et la commune était un des piliers du socialisme. Il y avait les syndicats, il y avait les coopératives. Mais la commune était un des piliers. Et donc nous devons nous réapproprier aussi toute cette culture qui n'est pas une culture jacobine. Et tout ce que nous disons aujourd'hui sur les communs est extrêmement important. Pourquoi? Parce que les communs, la propriété commune, c'est bien sûr la lutte contre la propriété privée, mais c'est aussi la lutte contre des États qui aujourd'hui ont permis ces privatisations, voire ont opéré des étatisations de certains biens qu'ils gèrent exactement selon les règles du privé. Et donc aujourd'hui nous savons qu'avec les communs, il y a des manières de gérer ces sources de vie extrêmement efficaces, non plus par la logique du marché, ni par la logique de l'État, mais par la logique des communs, et communs entendus au niveau politique. Alors réémerge l'idée du municipalisme. Et ceci s'appuie à la fois sur des recherches théoriques. Je pense en particulier, c'est ancien, à un Américain qui s'appelle Murray Bookchin, je pense que beaucoup en ont entendu parler ici, qui a beaucoup écrit aussi sur l'écologie sociale, qui fait partie de la gauche radicale américaine, libertaire. Il a écrit un petit ouvrage qu'on retrouve, qui a été réédité sur le municipalisme libertaire. Bon, j'ai cité Jaurès pour la France. Il y a toute une tradition dans la gauche française aussi sur le municipalisme, même si elle a été étouffée par les courants beaucoup plus centralisateurs. Et donc, ce municipalisme, et Proudhon bien sûr, hein, pour ce qui est de nos références. Oui, je voulais dire, excusez-moi, il y a ces recherches théoriques et il y a des expériences concrètes, partout dans le monde. Des villes qui aujourd'hui sont, alors avec toutes les difficultés que ça peut avoir, des villes qui aujourd'hui sont reprises, mais qui ne sont pas reprises uniquement pour être gérées plus ou moins bien, un peu plus écologiques, un peu plus sociales, des villes qui se posent comme des villes en transition.
qui mettent au cœur de leur programme la transition, qui mettent au cœur de leur programme la résilience. Quand la mairie de Barcelone rachète en régie municipale des terres autour de la ville de Barcelone pour assurer la souveraineté alimentaire de cette ville, ce n'est pas simplement une gestion plus ou moins écolo, etc. etc. C'est une conscience forte que face aux défis que nous avons, face à l'adaptation que nous allons avoir par rapport au choc climatique que nous ne pourrons pas éviter, nous pourrons les limiter, eh bien il est nécessaire de construire démocratiquement des manières de vivre qui en plus sont des manières désirables. Donc je pense à Barcelone, c'est tout près d'ici, nous avons beaucoup d'expériences en France aussi, et nous avons les municipales en 2020, dans lesquelles des équipes nouvelles pensent la gestion municipale non pas comme une gestion technique, mais comme véritablement une gestion, c'est pas simplement une adaptation technique, mais comme recréer des lieux à partir desquels on recrée des mondes qui s'opposent à ce monde globalisé. Il y a une opposition de ces mondes à reconstruire par rapport à ce monde globalisé. Donc, reconquête d'un territoire dans toutes ses dimensions. Alors ça, je veux insister un petit peu là-dessus. Un territoire, ce sont des gens qui y habitent, bien sûr. C'est une histoire, et souvent, elle est mêlée. Il y a eu des migrants, il y a eu des migrations, il y a eu des pollinisations sur les territoires. Donc c'est une histoire, c'est une culture, hein, ce sont des personnes qui y habitent, c'est une économie, bien sûr, une société, mais un territoire aussi, c'est un espace naturel. Et ce n'est pas un espace naturel qui est à notre disposition comme ça, qu'on vient, on habite. Ce n'est pas un environnement. Nous faisons partie de cette histoire naturelle. Et, y compris bien souvent, nos cultures, la manière de nous représenter le monde, dépendent aussi de la géographie de notre territoire. Il y a des pensées qui sont plus des pensées insulaires. Il y a des pensées aussi qui naissent dans des pays qui sont davantage des pays montagneux. Et donc, il y a dans chaque territoire une richesse qui vient aussi d'une imbrication entre ce qui est de l'ordre, du naturel, du social et de l'écologique. C'est ainsi dans ces territoires-là. Et ça, nous avons à le revendiquer. C'est là que se fait le lien qu'on demande toujours entre l'écologique et le social. Mais il y est ce lien. Nous faisons partie d'un territoire, mais nous appartenons à un espace naturel. Il y a des arbres dans nos espaces qui nous émeuvent, d'autres non. Moi, je suis plutôt du sud. Les cyprès, ça me fait vibrer. Bon, les bouleaux un peu moins, mais j'aime bien. Bon, bref, voilà. Et ça, c'est des choses... Nous avons besoin d'émotions aussi pour faire de la politique. Et dans ces territoires, nous retrouvons des espaces de vie que nous partageons. Une beauté de ces territoires aussi. Nous avons été façonnés par des lieux, par des paysages, par une beauté partagée. Et c'est ça qu'aujourd'hui, nous pouvons partager dans cette reconquête des territoires. Habiter un territoire, ce n'est pas simplement venir y dormir, ce n'est pas simplement venir y consommer, ce n'est pas simplement y circuler, c'est véritablement s'enraciner dans le territoire. Et s'enraciner, encore une fois, ça ne veut pas dire, je dis l'enracinement au sens d'une grande philosophe, Simone Weil, qui a écrit, Simone Weil, la philosophe des années 1930, elle a écrit un magnifique livre, L'enracinement, qui n'est pas du tout l'histoire des racines auxquelles on serait assigné une fois pour toutes et desquelles on ne pourrait pas bouger. Non, c'est comme l'arbre. L'arbre, pour pousser, il a besoin de racines. Si on coupe les racines, il n'y a plus rien. Eh bien, nous sommes des arbres aussi. On est un peu des végétaux. On a besoin un peu de racines pour pouvoir pousser, nous épanouir et nous ouvrir au monde. Et donc, c'est dans ces territoires-là. Voilà pourquoi je pense qu'à travers ce municipalisme, la reconquête de ces territoires, et donc des municipalités, et donc de nos communes, si en France, nous sommes attachés aux communes, c'est pas pour rien. C'est que malgré tout, dans l'imaginaire collectif, il y a la commune. Il y a la commune. Ça a représenté quelque chose qui a été enfoui, un peu maintenant, qui est un peu inconscient, et qu'il faut faire absolument ressurgir. Je termine en disant que, aujourd'hui, vraiment, les grands changements que nous attendons consistent sans doute moins, c'est John Holloway, un penseur irlandais qui dit ça, j'aime beaucoup, consiste moins à détruire le capitalisme de manière rhétorique, hein, abat le capitalisme, très bien, ça fait 2 siècles. Eh bien aujourd'hui,
le changement profond, ça consiste moins à détruire le capitalisme qu'à refuser quotidiennement et partout où nous sommes de le fabriquer. C'est ce que disait Paul. C'est rendre ce monde impossible. Je disais ce matin, bon, nous disions, moi je suis à la table, d'autres mondes sont possibles. Ok, espérons-le, on fait tout pour. Mais d'abord, rendons celui-ci absolument impossible. Arrêtons de le fabriquer. Et je pense que par la reconquête de ces territoires, il y a un enjeu en 2020. Effectivement, c'est un moyen. Alors là, j'enchaîne sur la conférence d'après un peu. Mais je crois qu'aujourd'hui aussi, nous avons moins à transformer le monde. C'était aussi l'imaginaire de la gauche. Qu'à le réparer, qu'à en prendre soin. Paul l'a dit, on a déjà accumulé des richesses, à n'en plus finir, surtout dans certains pays. Il nous faut une nouvelle répartition des richesses, mais il faut aussi réparer la société, réparer la terre. Et là, on a besoin d'activités de soins, d'attention, d'éducation, qui ne sont pas simplement des activités de fabrication de monde. La transformation du monde, souvent, on l'a prise dans le sens de fabriquer, de produire, fabriquer. Non, c'est aussi soigner, réparer, aimer, rendre possible ce monde-là. Je vous remercie.